Wilson, qui continuera qui continue d'écrire déjà depuis l'avant-guerre et qui continue, et dont Darker Than You Think. Alors, est-ce que maintenant ça revient? C'est pas revenu heureusement. Donc Darker Than You Think, qui devient plus noir qui sera plus noir que vous ne pensez, ça sort dans une autre grande revue de l'époque qui s'appelle Unknown. Il y a Fritz Leiber, naturellement, qui souvent est à la ligne de la fantasy, mais qui a écrit aussi un grand roman qui est publié à partir de 1943. C'est Gather Darkness dans Astounding, qui sera traduit en français sous le titre À l'aube des ténèbres, qui est un des grands classiques de la SF. Et puis naturellement, c'est l'époque à laquelle il commence à écrire les premières nouvelles de ce qui composera ensuite le cycle des épées, les aventures de Srissigeli et de Faferd dans l'univers de No One, qui sera traduit en français sous le cycle des épées, avec, j'ai pas résisté là quand même, simplement au plaisir de vous montrer une très belle illustration de Bruyé dans le CLA qui était consacré du cycle des épées. Il y aura aussi Theodore Sturgeon qui sera l'une des grandes découvertes de Campbell. Alors Theodore Sturgeon, il commencera avec une nouvelle qui s'appelle Eternal Weather. C'est avec la télécouleur, etc. Dans un Astounding qui est de septembre 1939, celui-ci. Et puis naturellement, ensuite Sturgeon écrira surtout beaucoup de nouvelles qui seront reprises dans beaucoup d'anthologies. Une autre découverte de Campbell, ce sera aussi Clifford Decimac, dont je parle parce qu'il est très méconnu en France et à mon avis très injustement, alors que personnellement j'ai tendance à le considérer comme l'un des plus grands écrivains de science-fiction américain. Alors Decimac, il écrira les ingénieurs du cosmos, il sortira dans l'Astounding de février 1939. Et puis ensuite, il publiera dans Astounding en mai 1944 City, qui est le premier conte de la série Demain les chiens, qui est l'un des plus beaux livres qui soit, où les humains se sont transformés, ils ont émigré sur Jupiter, ils ont laissé la Terre aux chiens qui ont été rendus intelligents, et les chiens qui se racontent les histoires sur les hommes le soir à la veillée au coin du feu émigreront eux-mêmes sur une autre terre parallèle pour laisser la place aux insectes, aux intelligents qui les remplaceront. C'est très très beau aussi. Alors, au début des années 50, tous ces pulps que vous voyez là, qui étaient des pulps grand format, vont disparaître et ils vont remplacer par les petits formats, ce qu'on appelle aux États-Unis les digests, qui sont en fait les formats que nous connaissons aujourd'hui. Alors, en 1949, commencera à apparaître. Alors, j'ai l'impression que ça y est, il y avait quelques numéros en double et que là, c'est bon maintenant. Bon, donc, voilà. Donc, en 1949, commence à apparaître The Magazine of Fantasy. Donc c'est le premier numéro qui rajoutera dès le numéro 2 The Magazine of Fantasy and Science Fiction et F&SF qui mettra quelque temps à se hisser au niveau des grands, mais dès 1954 ce sera fait en publiant, là son éditeur c'est Anthony Boucher, et ils publieront les textes de tous les grands auteurs comme Heinlein avec le roman Star Mox qui donnera plus tard naissance à The Star Beast, qui en français on traduira par c'est l'enfant tombé des étoiles, si je me souviens. Comment c'est ça, l'enfant tombé des étoiles, il me semble. Bon, c'est aussi le magazine qui publiera le premier texte important de Philippe Cadic, The Father Thing. Et F&SF publiera tous les auteurs importants, il durera jusqu'en 1974. On nous trouvera, par exemple, c'est là que sera publié par exemple le très célèbre la patrouille du temps de Poul Anderson, dans le numéro de mai 55 que vous voyez là.
L'autre grande revue au format digest qui marquera très profondément le paysage de la SF américaine, ce sera Galaxy, dont le premier numéro est daté d'octobre 50. Donc, voilà le premier numéro de Galaxy. Et Galaxy, ça va apporter tout à fait un ton nouveau à la SF, parce que là, c'est ce qu'on considérera comme le passage de la SF au genre entre guillemets adulte. Puisque la SF avait quand même l'image, traîner la réputation à travers les courses, continue de traîner quelque part d'ailleurs, au moins en France, on encore la réputation d'une littérature plutôt pour les enfants et les grands-enfants. Avec Galaxy, en tout cas, on va passer à ce qu'on va appeler la SF vraiment adulte. Et dès ce premier numéro-là, c'est très brillant. Le début d'un roman de Simak, dans le torrent des siècles, grand roman. La célébrissime nouvelle de Damon Knight, To Serve Man, qui fera la couverture du premier Galaxy français et qui donnera naissance à l'un des épisodes les plus fameux de la série Twilight Zone à la télévision locale. Troisième saison de mars 1962, magnifique, avec le livre de recettes des Cananites. Bon, et puis dans ce numéro, on trouve aussi Isaac Asimov, Richard Matheson, Frederick Brown, Fritz Leiber. Donc vous voyez, rien que du bonbon. Alors dans Galaxy, on trouvera ensuite Ray Bradbury, par exemple, qui dans ce numéro de février 51 publiera la nouvelle qui donnera naissance à Fahrenheit 451. On trouvera aussi dans Galaxy Robert Heinlein, première parution de The Puppet Master par Yves Zumeil, 52. Autre événement d'importance dans le paysage américain, c'est l'apparition et le développement des formats de livres, des livres en format poche. C'est ce qui permettra enfin la diffusion à très bas prix de la SF. Jusque-là, c'était toujours des livres, ce que les Américains appellent les hardcovers, c'est-à-dire des livres de luxe en format, donc chers, donc peu achetés si ce n'est par les collectionneurs. Et sinon, c'était les livres publiés par les petites maisons d'édition. Je vous ai parlé tout à l'heure des fans, comme par exemple Donald Voline qui avait fondé Arkham House. Donc, ce sont des tout petits tirages. Là aussi, pour l'époque, c'est très cher. Avec des collections comme S-Double, par exemple, qui publieront Van Vogt, ou Leigh Brackett, la femme de Raymond Hamilton, qui deviendra très célèbre pour la magnifique série d'aventures de Eric John Stark, sur la planète Mars, des sorts de Fuyana, etc. C'est absolument magnifique. Donc, avec une série comme celle-là, avec le grand éditeur américain Ballantine, qui lui commence à publier des anthologies comme celle-ci, une anthologie de nouvelles de Frédéric Paul, une autre de Henry Kuttner, ça va diffuser la science-fiction, parce que là aussi, les anthologies de nouvelles, jusque-là, ça n'existait quasiment pas, si ce n'est, là encore, dans des éditions à tout petit tirage. Forrest Ackerman, par exemple, avait sorti 2 ou 3 anthologies, mais là, on parlait de quelques centaines d'exemplaires. Là, d'un seul coup, on est dans la très grande diffusion, et à ce qui est pour l'époque un prix très raisonnable. Vous voyez là, par exemple, 35 cents. C'est le prix du livre de poche à l'époque. Donc c'est tout à fait correct. Et pendant ce temps-là, je précise aussi que le fandom continue à s'organiser. Les conventions ont repris en 1946 et les conventions mondiales vont aussi devenir des événements très réguliers. Et le Hugo dont je vous ai parlé tout à l'heure sera remis pour la première fois en 1953. Donc, à travers ces bouleversements du paysage éditorial américain en matière de livres, avec ces livres de poche qui connaissent de grandes diffusions et les magazines dont je vous ai parlé, pour gagner du temps, oui, parce que vous voyez, j'ai été très long. Allez, on passe aux années 70. Tous les grands auteurs sont en place, ils sont en train d'écrire, donc on passe aux années 70 qui vont être des années charnières, pour 2 raisons. D'une part, c'est la popularité grandissante de la science-fiction à travers des auteurs qui, pour certains d'entre eux, vont être reconnus par la littérature générale et lus par des gens qui ne lisaient pas de science-fiction. Et d'autre part, et c'est concomitant, c'est l'essor des cycles.
Avant, on ne connaissait pas tellement ça. Et là, à partir des années, fin des années 60 et début 70, il y a des grands sites qui vont marquer l'imaginaire collectif. Et puis d'autre part, la deuxième raison pour laquelle les années 70 sont charnières, c'est la remise en cause de la science-fiction campbellienne classique. Alors, pour commencer, donc, au début des années 70, les grands magazines sont toujours les mêmes. On a toujours Galaxy qui publie souvent des auteurs un peu controversés. Par exemple, Galaxy en 1968, en juin 68, publiera une nouvelle de Harlan Ellison, The Beast That Shouted Love at the Heart of the World. C'est une révolution dans l'écriture de la science-fiction et dans ses thématiques. Et Harlan Ellison deviendra justement l'un des contestataires de la science-fiction classique. Alors Galaxy continue quand même de s'appuyer sur les auteurs établis, hein, ça parle de soi, mais publiera aussi des auteurs nouveaux comme Christopher Priest avec Le Monde Inverti, ou celui qui deviendra un des grands auteurs futurs, Gregory Benford, hein, dont on aura l'occasion de reparler. Et Galaxy perdurera comme ça jusqu'en 1995.